Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la République de Venise. Du XIIIe au XVIe siècle, Venise contrôle la Méditerranée, non sans avoir livré de rudes combats et à faire face à des moments difficiles. Mais avec une grande réussite par rapport au cadre restreint de la lagune, réussite pas seulement à ses marins d'exception, la Sérénissime déploie un système stratégique visionnaire, où se combinent puissance militaire, talent commercial, stabilité politique et développement industriel. Vous voulez en savoir plus sur la République de Venise? Venez avec moi. Selon la légende, les premiers Vénitiens seraient venus de Troie, plus de 450 ans avant la naissance de Rome. Un autre récit, plus vraisemblable, donne la naissance de la ville en l'an 421, sur 126 îlots émergeant de la lagune formée à l'embouchure d'un fleuve mort. À l'abri derrière un cordon littoral, les terres boueuses et régulièrement inondées qui bordent la Rivus Altus, fleuve profond, qui deviendra le Rialto, cœur urbain de la cité de Venise, n'ont rien d'accueillant de prime d'abord. Mais pendant la période troublée qui va du naufrage de l'Empire romain d'Occident aux invasions lombardes du 8e siècle, elles offrent un refuge sûr à tous ceux qui fuient la tempête barbare. Nul besoin de murailles coûteuses, les eaux gênent le passage d'envahisseurs et interdisent un siège. Pépin, le fils de Charlemagne, en a fait l'expérience au printemps 810. Ces bateaux s'égarent sur une lagune où les Vénitiens ont effacé tous les repères, en proie aux traîtrises des courants et des hauts fonds, tandis que les troupes campées dans les marais sont décimées par les maladies et le harcèlement. Après 6 mois, Pépin obtient le versement d'un tribut pour sauver la face et s'en va mourir ailleurs, probablement victime d'une maladie contractée sur place. En 1379, Génois et Padouan échouent pareillement dans un réseau de canaux encombrés d'obstacles, fermés par des chaînes, défendus par des fortins de bois et une nuée de petites embarcations. Après des mois d'efforts infructueux, les assaillants sont surpris le 22 décembre à Chioggia, capitulent le 22 juin suivant. Protégé par les remparts de bois de sa flotte, jamais Venise ne sera envahie. Ce nid, refuge particulièrement propice à l'éclosion d'une puissance navale, n'est pas seulement inexpugnable, il est également indéniablement placé à l'intersection de 4 mondes, le nord de l'Italie, Byzance, les Balkans et le Saint-Empire romain germanique. Contrôlant le débouché de la plaine du Pô, Venise joue d'abord les interfaces entre les diverses communautés du pourtour adriatique, entre l'Europe intérieure à travers les cols alpins tout proches et le monde musulman, et même au-delà avec la Chine. Les premiers Vénitiens vivent dans des sortes de cages pour oiseaux aquatiques, note au 6e siècle le chroniqueur originaire de Calabre, Cassiodore. Un sort peu enviable, mais cet habitat hors norme, comme on l'a vu, est sûr, qui encourage une croissance démographique remarquablement rapide pour un site aussi difficile. En raccordant les îlots par un réseau de 391 ponts, se construit une communauté qui atteint 50 000 âmes vers l'an 1000, 70 000 vers 1200 et 100 000 à 120 000 vers 1300. Venise est alors la 2e ville d'Italie, derrière Milan, et la 3e d'Europe, Paris étant en tête. Encore s'agit-il d'une population intramuros, car le territoire vénitien est entouré d'une centaine de bourgades, comptant plusieurs milliers d'habitants. En dépit des ravages de la peste, qui tue 40% des citoyens en 1348, et sera suivi de plus de 20 épidémies, la cité va garder son rang jusqu'au début du XVIIIe siècle, développant en outre son réservoir humain en annexant des cités-peuples. Ces chiffres paraissent néanmoins bien modestes pour expliquer une puissance militaire qui atteint son apogée au XVe siècle. À la différence des grands états féodaux, Venise bénéficie de multiples avantages. Sa population, entièrement urbaine, n'est pas immobilisée par les travaux agricoles, notamment les moissons. Certes, la cité dépend de ses importations de nourriture, mais bénéficie au moins de troupes en toute saison. Ensuite, les recrues sont concentrées géographiquement, donc faciles à mobiliser, à partir de registres paroissiaux qui listent tous les hommes de 17 à 35 ans et les organisent en douzaines. On sait ainsi que la République de Venise peut aligner 30 000 hommes en 1338, chiffre considérable à l'époque.
Ce contingent est en outre d'excellente qualité. L'entraînement à l'arbalète, pratiqué sur des champs de tir au lido, est obligatoire et l'expertise est encouragée par l'organisation de compétitions richement dotées. Des bagarres officielles se sont d'ailleurs organisées sur les ponts à partir de 1292, opposant les habitants des parties est et ouest de la ville. Cette infanterie populaire est polyvalente. Si elle sert à bord des navires de guerre en raison de 30 arbalétriers par galère au XIVe siècle, elle peut aussi s'asseoir sur les bancs de nage et jeter les javelots. Experte en matière de débarquement en armes, on le verra à Constantinople en 1204, cette troupe peut également combattre à terre sous la direction d'officiers nobles montés sur les excellents chevaux élevés dans les grands domaines de terre ferme. Cette masse toujours disponible permettra à Venise de repousser jusqu'au XVe siècle le recours aux mercenaires, inévitable cependant lorsque la République de Venise voudra étendre son domaine en Italie du Nord. Insulaires par excellence, les Vénitiens refusent depuis les origines toute domination imposée. Alors que l'Europe se plie au système féodal, les Vénitiens optent pour une république dont la charge suprême est élective et non héréditaire. 120 doges du vénitien dox, dérivé du latin dux, chef, vont ainsi se succéder pendant 11 siècles, depuis le mythique Paolo Lucio Anafesto jusqu'à Ludovico Giovanni Manin. Il s'appuie sur l'assemblée du peuple, la Rengo, et s'entoure à la fin du IXe siècle de conseillers, giudici, les juges. En 1143, les grandes familles marchandes émergentes établissent leur emprise sur l'État en fondant un conseil des sages dont la puissance va croître au détriment de la Rengo. À son tour, cet organe se scinde en plusieurs assemblées, dont au premier chef le Grand Conseil, qui à partir de 1185-1187 édictera les lois et nommera les officiers. Si d'évidence, la Sérénissime n'est pas une démocratie, les oligarques marchands qui la dominent redoutent par-dessus tout de voir l'un d'entre eux s'emparer du pouvoir sans partage. À partir de 1268, le doge est ainsi choisi à l'issue d'une procédure d'une complexité inouïe, alternant élection et tirage au sort. Prestigieux, souvent âgé, ce qui restreint la durée des mandats, doté de compétences éprouvées, le doge exerce une autorité réelle, sacralisée mais symboliquement bornée. Il ne peut ainsi quitter la ville de Venise sans autorisation, ni recevoir seul des ambassadeurs étrangers. De plus en plus, il devra composer avec le Grand Conseil. De 40 membres en 1204, celui-ci passe à 502 en 1268, avant d'atteindre son maximum, 1100 membres. Lors de la Serrata, fermeture en 1297, toutes les familles de notables y sont alors représentées. Et qui d'autre qu'elles, sachant que la fonction est à la fois obligatoire et non rémunérée. L'appartenance au Grand Conseil devient dès lors héréditaire. Mais ce verrouillage est aussi une ouverture. Grâce à lui, en effet, le Grand Conseil, clé de voûte du système politique, ne représente pas la classe politique, mais la rassemble. C'est le secret de la stabilité du gouvernement, dont l'Église, relativement marginalisée, pour contrebalancer l'influence de Rome, est écartée. La recherche de la stabilité se traduit aussi dans le découpage administratif. Pour éviter que la cité se fracture en quartiers rivaux dominés par des grandes familles. Celles-ci voient leurs immeubles et leurs biens dispersés dans chacun des 6 quartiers principaux qui existent toujours. Cette fragmentation géographique préserve l'unité politique. Elle n'empêche pas les luttes pour le pouvoir, ni les émeutes quand l'impôt devient trop lourd. Mais elles évitent les conflits durables qui déchirent et ensanglantent les autres cités italiennes. L'Empire vénitien naît modestement au Xe siècle sur les rives nord de l'Adriatique, avec le contrôle progressif du Frioul, de l'Istrie et de la côte dalmate. Le détournement de la 4e croisade à partir de 1202 étend spectaculairement ses premiers domaines. Outre Zara et Corfou, Venise y gagne la Crète et Négrepont, plus une guirlande de bases insulaires nécessaires, escale vers les bases de Caffa, point de départ de la Grande Peste de 1347. Tana et Trébizonde, débouchés de la route de la soie en mer d'Azov et la mer Noire, et vers celle du Levant, essentiellement Saint-Jean d'Acre et Alexandrie. Point d'arrivée des produits d'Inde par la mer Rouge.
Ces routes sont sillonnées 2 fois par an par de grands convois capables de dissuader les attaques au moins jusqu'à la montée en puissance de Gênes à partir de 1250. Au début du XIVe siècle, une fois les États croisés effacés par les Mamelouks, sont ouvertes des lignes vers Londres et les Flandres, puis au siècle suivant des routes côtières vers l'Afrique du Nord, où Venise se fournit en sel. Les guerres avec Gênes puis l'Empire ottoman vont entamer l'affaiblissement compensé par l'extension territoriale en Italie du Nord et des contre-offensives. En 1489, les Vénitiens s'emparent de Chypre, perdu en 1571. De 1684 à 1699, le doge Morozini prend le Péloponnèse, la Morée et Égine, le tout reperdu en 1718. En apparence stérile, la lagune recèle 2 richesses discrètes, le poisson et surtout le sel, que l'alchimie du commerce va transformer en or. Tous les efforts visent à l'exploitation des salines, pas de charrue, mais un rouleau. C'est de là que proviennent votre richesse, témoigne ainsi Cassiodore dès le VIe siècle. Indispensable pour la conservation de la nourriture, impérissable, aisé à stocker, extrait des sites concentrés, le sel est de fait un matériau idéal pour le négoce et une ressource fiscale majeure pour les États. Les salines fournissent un sel de qualité que les marchands locaux revendent dès le IXe siècle à grand profit dans la vallée du Pô et en Istrie. L'affaire est si belle que la Sérénissime s'arroge en 1184 le monopole de la distribution. Quand la production devient insuffisante, on va chercher le surplus au large, aux Baléares, en Sardaigne, à Djerba, Corfou, Chypre, Alexandrie. La Sérénissime ravit en outre à Ravenne, les salines de Servia, tout proche, ravage les installations concurrentes et impose son monopole de fait à toute l'Italie du Nord. Comme le pétrole d'aujourd'hui, le sel revêt une importance stratégique. Ainsi, l'Ordo Saline, règlement du sel en 1281, oblige les armateurs à léser leurs navires de sel jusqu'aux 2/3 de la cargaison, payés en monnaie courante ou en bons de crédit négociables. La cité-État se procure des revenus considérables, 15% des rentrées au milieu du XVe siècle, et les armateurs amortissent mieux leurs bateaux et bénéficient d'un gros avantage concurrentiel. Sans terroir, Venise doit tout au commerce. Elle n'existe que par et pour lui. Ses conquêtes n'ont d'autre but que celui de développer le négoce. Tout marchand sait manier l'épée et l'arbalète. C'est ainsi pour sécuriser le trafic menacé aux alentours de l'an 1000, mais aussi pour s'assurer le bois des navires que Venise commence par s'emparer des nids de pirates qui infestent la côte dalmate de Raguse à Zara. La flotte marchande gagne ensuite une force et en qualité protégée par la flotte militaire chargée d'assurer la sécurité des convois au long cours qui partent 2 fois par an. Les deux se transforment en l'occasion en outils politiques et diplomatiques. Après avoir fourni un appui logistique aux basileuses Basile II en Italie du Sud, le doge Pietro II Orseleo obtient en 992 non seulement l'émancipation de la tutelle, très théorique, de l'Empire byzantin, mais des privilèges fiscaux. En 1082, cette alliance est couronnée par un chrysibule, la bulle d'or d'Alexis Ier Comnène, qui exempte quasiment de taxes les marchands vénitiens, énorme avantage sur la concurrence. Les grandes familles, comme les Ziani, Morizini, Dandolo et Orseleo, sautent sur l'occasion pour s'enrichir et fonder des comptoirs dans toute la Méditerranée orientale. Plus pour surveiller les républiques rivales de Pise et Gênes que par conviction, les Vénitiens offrent un appui logistico-militaire aux 3 premières croisades, entre 1095 et 1192, et en profitent pour raffermir leurs terres commerciales en traitant avec les principautés franques, sans pour autant se fâcher durablement avec les puissances musulmanes. Les affaires sont les affaires. Plaque tournante du commerce international, la République de Venise achète en Orient du sel, des épices, des soieries, des pierres précieuses et vend du blé, des esclaves, des fourrures et des draps. Ces marchands aventuriers, curieux et avides, vont jusqu'en Chine, tels que Marco Polo. Et c'est pour assurer un accès à la mer Noire et à ses ports débouchés de la route de la soie que Venise va pousser à dérouter la 4e croisade.
Si le militaire protège le commerce, ce dernier finance à son tour la guerre. Grâce aux taxes directes et indirectes sur les échanges, mais aussi aux revenus tirés des villes, de terre ferme et d'outre-mer, la République de Venise dégage un excédent budgétaire considérable. Il dépassera les 50% à la fin du XVe siècle. L'État contrôle le crédit et la monnaie. La Sérénissime émet des ducats d'argent, puis d'or à partir de 1284, qui deviennent l'étalon des règlements internationaux. Une sorte de dollar avant l'heure et un levier de plus pour influencer l'économie européenne. À noter encore un dernier atout, présent partout, aussi bien en Europe qu'en Orient, les marchands vénitiens forment un réseau de renseignements de tout premier ordre. Reine des trafics et souveraine de la mer, Venise ne néglige pas pour autant l'industrie et l'artisanat. Elle développe des filatures de coton et les célèbres souffleries de verre de Murano, véritable faubourg industriel. Elle donne également naissance à une petite métallurgie, dont l'un des objets est évidemment la fabrication d'armes. Les mécanismes d'arbalète, les cordes et les carreaux standardisés sont produits sur place au début du XIVe siècle. Et la République n'a de cesse de développer la production, notamment dans l'important centre de Brescia, acquis en 1426, et lieu de naissance du fabricant Beretta un siècle plus tard. Il s'agit de limiter les dépenses et de concurrencer les exportations milanaises. Experts dans l'art du siège par la mer et la terre, les Vénitiens importent et développent quantité d'armements et d'équipements. En 1499, ils abritent ainsi Léonard de Vinci, qui conçoit pour eux un système de barges-batteries mobiles contre un siège maritime. Ils adoptent l'artillerie avec enthousiasme, avec un usage de bombardes attesté dès 1376. À ce propos, le mot ghetto pourrait dériver de Ghetti, fonderie de métal localisée dans le quartier du même nom, qui deviendra en 1516 résidence obligatoire pour les Juifs. Grand serviteur de Venise, le condottiere Bartolomé Collioni est l'un des tout premiers à employer avec succès des canons mobiles sur le champ de bataille. Né près de Bergame, le condottiere Bartolomé Collioni sert diverses armées privées, puis entre en 1432 au service de Venise, dont il contribue à agrandir les domaines au détriment de Milan, sa patrie d'origine, pour laquelle il reprend du service en 1443. Il repasse ensuite dans le camp de Venise en 1455 et passe pour le grand général de la République de Venise. Surtout, bien sûr, le gouvernement contrôle les chantiers navals privés et dirige le fameux chantier militaire de l'Arsenal. Sans cesse perfectionné et servi par des milliers d'ouvriers, ce premier exemple de chaîne industrielle sort 5 coupes de galères par mois au début du XVIe siècle, cadence infernale à l'époque. Ville lacruste, Venise n'en possède pas moins d'importants domaines sur la côte, le long du canal de la Berenta de Maestre à Padoue. Il n'y a pas de frontière étanche entre lagunes et plaines côtières, occupées sur une profondeur de 20 à 30 km. Venise est de fait une puissance terrestre, vite en concurrence avec ses voisines. Elle soumet Ferrare en 1240, Guérois contre Padoue, Vicense et Ancôme en 1277 et 1281. Elle contrôle les cités soumises en plaçant à leur tête, comme Podesta, premier magistrat, les fils de ces grandes familles. Cultivés, bon administrateur, ceux-ci dirigent des villes aussi puissantes que Padoue, Vérone ou Bologne. En 1237, le Podesta, qui conduit l'armée milanaise, vaincue par Frédéric II, s'appelle Pietro Tiepello, fils du doge Jacopo Pietello. Certaines guerres finissent mal, celle contre Ferrare en 1308, qui engendre une vaste coalition menée par le pape. Venise doit céder le verrou fortifié de Marcamo à l'embouchure du Pô et Ferrare entre dans l'état pontifical. Malgré ces difficultés, la Sérénissime agrandit puis maintient par une habile diplomatie ses domaines en Italie, dans le triple objectif de constituer un glacis en cas d'invasion, de garantir les routes des cols alpins et de limiter les importations de blé. Elle tire également de gros revenus financiers de ses possessions territoriales. Les impôts prélevés par les villes de terre ferme représentent 29% des revenus de Venise à la fin du XVe siècle, contre 20% aux taxes sur le commerce.
et 17% aux revenus tirés du domaine d'outre-mer. Le nouvel âge d'or vénitien qui s'ouvre au début du XVe siècle ne va pas durer. Jamais l'Empire byzantin n'a récupéré de la blessure infligée en 1204, et son empire se réduit comme peau de chagrin sous la pression ottomane. En 1453, Mehmed II s'empare de Constantinople et contrôle le Bosphore. Après une période d'entente, les Vénitiens perdent l'accès vital à la mer Noire au début des années 1480. Le coup est d'autant plus grave que la Sérénissime s'empêtre à domicile dans l'ombroglio des guerres d'Italie, où elle s'allie avec Louis XII contre Milan en 1499, puis contre le roi de France en 1509, puis avec François Ier en 1515, étouffant le commerce, le reflux, ponctué par cette guerre échelonnée de 1463 à 1718, est lent mais inexorable. Tandis que les puissances atlantiques s'emparent du commerce mondial, à commencer par le Portugal. Au début du XVIIIe siècle, la puissance de Venise n'est plus qu'un souvenir. Pieuvre militaro-commerciale comme Venise, Gênes, la Superba Repubblica a d'abord jeté ses tentacules dans l'ouest méditerranéen, avant de profiter des croisades pour s'élancer vers l'Orient. À la fin du XIIe siècle, Génois et Vénitiens jouent des coudes et l'affrontement devient inévitable. En 1171, les Vénitiens dévastent le quartier général des Génois à Constantinople, déclenchant une crise avec Byzance, une des lointaines causes de la quatrième croisade. Plus directement, les deux sœurs ennemies vont se livrer de 1256 à 1381, 4 guerres successives. Sévèrement battues à Durazzo en 1264, Venise accepte en 1271 une paix qui établit un partage des zones d'influence. À Gênes, la mer Noire, à Venise, l'Égée. Le conflit rebondit en 1294, sanctionné par la victoire navale des Génois à Curzola en 1298. La paix ramène le statu quo, mais la ruine des finances de Venise entraîne une ponction fiscale et une sévère crise sociale, aggravée par une famine. Les deux républiques, exsangues, ne s'en livrent pas moins deux nouvelles guerres, de 1351 à 1355, puis de 1378 à 1381, guerre dite de Chioggia, sans annihiler sa rivale. Venise récupère ses privilèges à Constantinople et regagne un accès à la mer Noire. Mais après un siècle brillant, la puissance ottomane enclenche le cercle vicieux de la décadence. Comme on l'a vu, la puissance de Venise domine la Méditerranée entre le Xe et le XIIIe siècle, avant d'être contestée par Gênes et l'Empire ottoman. L'Empire vénitien dure pendant 8 siècles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.